Très chers internautes, bienvenue. Merci de vous retrouver encore une fois. C'est un grand plaisir, un très grand honneur. Hier, ça a été, je veux dire, douloureux. Douloureux parce que j'ai reçu des appels, pas des appels, je veux dire des messages sur mon compte YouTube, sur mon mail. Ah mais non, franchement, des gens surexcités, très fâchés, très en colère contre moi et pour la plupart des cas. Beaucoup ont compris, d'autres pas encore, mais ce n'est pas un problème, on va réfléchir là-dessus. Et j'ai consacré la deuxième partie pour une autre réflexion, toujours comme on dit. Nous avons reçu la mission de partager nos connaissances avec les autres, cette petite expérience avec les autres. Mais ici, il est question de vous faire comprendre que je ne suis pas un évangéliste, pas du tout. Je ne suis pas celui qui pense qu'il connaît tout, non. Ne vous fiez pas à ma manière de parler, surtout pas à mon ton. Surtout pas à mon ton. Parfois, quand les gens m'entendent, ils disent mais on dirait que tu parles, tu as un ton d'autorité. C'est lié vraiment à ma culture, quoi. C'est lié à ma culture, c'est lié à mon ethnie, que je ne sais pas faire des gros efforts pour transformer cela parce que ça fait partie de moi-même. Mais en tout cas, entendez dans cela une sorte d'innocence qui n'a rien à voir avec une prétention. Pas du tout. D'ailleurs, j'apprends beaucoup parce que on dit souvent la curiosité est l'art de ceux qui veulent connaître. Si vous voulez connaître, vous devez être curieux. Vous devez poser des questions. Et c'est ce qui embête pour la plupart des cas. La prospérité, titre. Félix Tshisekedi attendu aux États-Unis. Les printemps, OVD, le DG Benjamin Wenga doit justifier le détournement de 10 millions de dollars. Élection de gouverneur dans la ville de Kinshasa. L'icône politique Magloire Kabemba opte dans son programme le changement total de Kinshasa. Mais le changement total de Kinshasa n'est pas un programme politique. C'est une façon de faire, ce n'est pas un programme politique. C'est creux le contenu malheureusement. Gentini Ngobila vers la CPI. Après les délégués syndicaux au GFREM, l'exclusion du DG Saïba attendue. Félix Tshisekedi reçoit le soutien des entrepreneurs congolais depuis Africa CO Forum de Kigali. J'aimerais, mesdames et messieurs, vous faire comprendre que nos journaux n'ont pas vraiment titré des choses assez essentielles, je veux dire, qui touchent directement à la politique, mais on aurait bien voulu qu'on titre sur le développement par exemple, parce qu'il est important, des sujets comme la route, il est important qu'il fallait qu'on en parle sérieusement et je veux dire froidement, parce que c'est là vraiment les débats, mais quand on parle du détournement, qui ne cache finalement qu'une mentalité des Congolais qu'il faut peut-être changer. Et donc j'aimerais parler de ce que va faire Félix Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique. Mais il faudrait comprendre le dessus des cartes. Le dessus des cartes, c'est quoi? C'est que les États-Unis ont besoin d'en finir avec M. Kabila. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, une partie des États-Unis, pas tous, une partie des États-Unis est d'accord qu'il faut finalement finir avec Kabila. Et aujourd'hui, certaines officines des États-Unis estiment que M. Félix Tshisekedi est emprisonné, un peu à un moment donné embrigadé, mais surtout piégé par la gouvernance de la Kabylie. La gouvernance de la Kabylie représente combien? Représente quoi exactement? Ça représente un ensemble de gens qui ont travaillé et qui ont été cités dans les rapports internationaux, cités dans la mafia, dans beaucoup de rapports en tout cas financiers et tout ça. Et on estime, selon une opinion internationale, pense qu'il y a beaucoup de criminels économiques dans la gouvernance de la Kabylie. Alors il faudrait mettre terme à ces gens, mettre terme à cette manière de faire. Et pourquoi il faut demander à Félix Tshisekedi de s'affranchir? Vous avez entendu beaucoup de gens parler de cette question. Il doit s'affranchir du régime de Kabila, il doit s'affranchir de la gouvernance de Kabila. Mais le plus grand problème est aujourd'hui le problème de la construction même de notre architecture du pays. Il est bien de demander à Félix de se débarrasser de Kabila. Il est très bien. Mais il serait beaucoup plus louable de lui dire comment il va se débarrasser de la Kabylie. Comment il va se débarrasser de la Kabylie? Parce qu'on ne peut pas utiliser les méthodes antidémocratiques pour installer la démocratie. Ce n'est pas important. Et surtout, ce n'est pas nécessaire. On l'a vu, c'est précaire cette méthode. On l'a vu partout à travers l'humanité. Ces méthodes ont toujours accusé leur faiblesse. On ne peut pas désinstaller une démocratie qui est en cours. Je veux dire une démocratie chétive, comme c'est notre cas, parce que notre démocratie, elle est malnutrie. Notre démocratie ne se nourrit pas des nutriments essentiels d'une démocratie. Au contraire, elle se nourrit des nutriments nocifs à une démocratie.
Notre démocratie se nourrit mal, elle est très mal nourrie, elle est très mal alimentée. Elle est alimentée par la haine, par l'égoïsme, par l'injustice, par la tricherie, par l'immoralité. C'est ainsi que ça rend notre démocratie chétive. Est une démocratie, comme je le disais dans une de conférence, c'est une démocratie de cochocor, malnutrie. Parce qu'une démocratie doit s'alimenter, doit se nourrir essentiellement de nutriments, je veux dire, importants pour la démocratie. Ça veut dire la vérité, la justice, l'honnêteté, la transparence, la tolérance, la vérité. Voyez-vous, ce sont des éléments importants pour construire une démocratie. Mais lorsque vous voulez construire une démocratie, mais alors vous la nourrissez très mal, vous la nourrissez du mensonge, vous la nourrissez de l'incompétence, de la médiocrité, du mal systémique, j'ai comme l'impression que votre démocratie aura des problèmes d'émergence, aura des problèmes d'émerger, parce qu'une démocratie est une vie, elle naît, elle grandit, elle tombe malade, elle titube, elle trébuche, elle meurt aussi. La démocratie est une vie, Elle peut naître, elle peut grandir, elle peut mourir aussi. Mais il faut avoir une vie éternelle démocratique. La vie éternelle démocratique, c'est le fait de continuer perpétuellement dans ce cycle. C'est lorsque les générations entières s'enregistrent dans cette logique. Ils disent, nous ne voulons pas perdre les acquis, considérer les acquis et continuer à aller graduellement. Parce qu'une démocratie s'auto-répare. La démocratie s'auto-répare. Ce n'est pas un acquis. Tout de suite, non. La démocratie s'auto-répare. Vous pouvez faire des vrais pas d'avancée et au cours de l'histoire, vous faites des reculs encore, comme nous au Congo. Nous avons eu des bonnes intentions pour installer une démocratie, mais nous avons eu des mauvais fils et des mauvaises filles qui, eux, n'étaient pas des démocrates, mais qui voulaient quand même avoir le courage de s'appeler même père de démocratie. C'était quand même compliqué. Comment on peut aujourd'hui dire, en regardant les gens dans les yeux, que M. Kabila est le père de la démocratie? Mais c'est une insulte à un moment donné. On va dire, mais on comprend ou on ne comprend pas. On ne peut pas aujourd'hui dire ça. On ne peut pas lui attribuer cette fonction de président de la démocratie, quelqu'un qui a milité, non pas pour cette consolidation de la démocratie, mais pour son émiettement. Et c'est lui qui a réduit la démocratie aux élections, parce que la démocratie n'est pas seulement une élection. La démocratie est un principe qui repose sur les libertés individuelles et les droits fondamentaux. C'est d'abord cela. Les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Lorsque les droits fondamentaux sont bafoués, le droit à la santé, le droit au travail, le droit à la tranquillité, le droit à la paix, le droit au culte, tout ça, lorsque tous ces droits sont à un moment donné, boudés, bafoués, confisqués, ou même traumatisés, je ne vois pas comment est-ce que vous allez parler d'une démocratie. Ou lorsque les libertés individuelles sont devenues des libertés qu'il faut acheter, qu'il faut monnayer ou qu'il faut négocier. Alors que nous savons tous que la liberté ne se négocie pas. On ne négocie pas une liberté. Et une liberté n'est pas une liberté à moitié. Une liberté, elle est toute ou rien. Et c'est là qu'il faut finalement, à un moment donné, arriver à comprendre. C'est vrai que les mots sont subtils. Il faut arriver à voir vraiment, à percevoir un peu le contenu de chaque chose. Et donc, lorsque les États-Unis veulent que Félix Tshisekedi se débarrasse de Kabila, ici le problème c'est que les États-Unis n'ont pas compris la notion de la responsabilité pénale, je crois, ou ils ont fait un effort de ne pas comprendre cela. Parce que pour que M. Kabila se débarrasse de M. Félix se débarrasse de Kabila, il faut qu'il y ait des faits. Il faut que le Congolais accuse, pas à la télévision, parce que les chaînes de télévision ne sont pas des juridictions. Ce n'est pas YouTube. YouTube n'est pas une juridiction. Vous avez des juridictions internationales. Vous êtes de la diaspora, vous avez perdu des frères, vous avez fui le Congo, on vous a persécuté, mais vous êtes là. Faites une délégation, allez voir la CPI, allez à la CPI. Allez à la CPI, saisissez le bureau du procureur. Dites au procureur, voilà, nous nous constituons comme peuple, ou comme dans une ONG, ou sous le label de telle autre chose. Allez-y. Poursuivez ceux qui vous ont persécuté. Au lieu de rester sur YouTube, crier. Non, mais là, ça ne réglera pas le problème. Pour que l'on vous puisse, pour arriver à mettre la main à quelqu'un, il faudrait qu'il y ait des faits qui l'inculpent. S'il n'y a pas de faits, ça va être compliqué. Ne demandez pas à Félix de l'arrêter parce que Félix ne pourra pas l'arrêter. Si on vous dit qu'il va l'arrêter, il vous a menti, il ne pourra pas l'arrêter. Et surtout pas maintenant. Surtout pas maintenant. Parce que maintenant, ça ne sera pas possible. Maintenant, Kabila n'est pas encore fini, il faut le dire. Son système est encore là. Ça va créer des crises institutionnelles, ça va créer une crise politique. Et vraiment, je crois même fortement, peut donner une probable retour de la situation de guerre, de conflit armé. Et c'est très possible. Vraiment très possible. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des généraux
qui s'entêtent un peu. Il y a encore certaines personnes qui ont évolué avec Kabila, qui s'entêtent un peu. Mais le problème, c'est au niveau de comprendre aussi le temps. Le temps dans lequel nous nous trouvons, vous ne demandez pas au président de tout faire dans ce temps. Non, c'est le moment où il est en train de construire son leadership. Il doit construire son leadership. Et construire un leadership veut dire créer une génération qui sera redevable à toi. Pour l'intérêt supérieur de la nation, bien sûr. Mais qui te sera redevable. C'est pourquoi moi j'avais proposé l'autre fois de nommer d'abord des vices, des adjoints. La bonne méthode de mettre en insécurité les titulaires, c'est de changer les adjoints. Lorsque vous avez changé déjà les adjoints, et vous faites en sorte que l'adjoint ne dépende pas totalement du titulaire, mais au respect de la loi, bien sûr. Il faut que la loi l'autorise. Il faut que la loi l'autorise. Comme par exemple le DG de l'ANER, le DG de l'ANER et le DGA de l'ANER. Ils sont tous nommés par ordonnance présidentielle. Donc l'un ne dépend pas de l'autre. L'adjoint ne peut pas être révoqué par le titulaire. Déjà, c'est une très bonne chose pour empêcher au titulaire de pouvoir, comment on appelle, déranger le fonctionnement de la structure. Et c'est très important qu'il faut aller dans les secteurs clés comme ça. Si on le fait, on arrivera à le faire. J'ai entendu des gens parler de ce que moi je ne comprends pas, ce que je ne maîtrise pas beaucoup, c'est cette question de la démocratie à l'américaine. On doit s'entendre un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Un pays ne doit pas attendre tout d'un autre pays. Non, sinon nous n'allons pas sortir du trou. La démocratie, la paix, la sécurité, l'alimentation, le développement, ce ne sont pas des cadeaux qui viennent des autres pays. Ce sont des choses que les intellectuels d'un pays pensent. Ici, il faudrait demander à Félix Tshisekedi, autant tu fais des tours à travers le monde, fais le tour à travers ton pays, dans ton pays d'abord. Il est vrai que le président peut se déplacer, peut aller aux États-Unis, c'est bien bon. C'est bien bon. Mais moi, j'aimerais qu'à un moment donné que le président s'arrête, il dise, ok, pour l'étranger, j'irai, oui, ou je pourrais demander aux gens de venir ici, mais que ça me donne le temps de rentrer dans mon pays. Il faudrait que le président Félix puisse entrer, faire le tour du Congo. C'est important, Mobutu l'a fait. Il est très important de faire le tour du Congo pour voir, avoir une idée générale de ce que le pays, de ce que c'est le pays, dans quel état le pays se trouve. Parce que le moment où nous sommes dans le moment dans lequel nous nous trouvons, c'est un moment, je veux dire, des états des lieux. Même pas des états des lieux officiels, mais c'est un moment de constat. Il faut constater les 18 ans de règne de la Kabylie. C'est sur base de là que vous allez partir. Mais si vous n'avez même pas l'idée, si vous passez tout votre temps en allant en Europe, en allant au Rwanda, en allant au Burundi, en allant partout, c'est bien. Politiquement, on va dire, c'est bien. Vous êtes en train de travailler pour la consolidation, entre guillemets, c'est bien. Mais cette consolidation ne pourra être ferme que lorsque vous avez quoi à apporter. Il ne faudrait pas que vous soyez invité dans les concerts des nations. Il faudrait que vous soyez participant. Il faudrait que le Congolais soit en mesure de mettre son produit sur le marché rwandais, de mettre son produit sur le marché ivoirien, alors de le mettre de façon légale, pas de façon illégale, comme on le voit aujourd'hui. L'uranium qui se trouve au Rwanda aujourd'hui, le coltan qui se trouve au Rwanda aujourd'hui, n'est pas le coltan qui sort du Congo convenablement. Non, on sait aujourd'hui que 30-40% de notre coltan vont finalement au Rwanda ou partout à travers le monde sans notre consentement. Ça part dans les voies illégales. Et ces voies illégales ne sont pas forcément des voies que le Rwanda a finalement imposées, non. Mais c'est aussi en complicité avec les Congolais d'ici, et pas les moindres, des autorités. Ce sont nos autorités à nous qui vendent nos diamants, qui vendent notre or à l'informel. Ce sont eux. Souvenez-vous des rapports que les Américains ont produits. Lorsque les Américains doivent venir payer 200, je prends un exemple, 30%, 40%, mais un ministre dit non, vous allez payer 20%, mais donnez-moi les 20 autres %. Je vais partager cela. Et la chaîne est longue. Le ministre va partager avec son Premier ministre va partager avec le directeur de cabinet du président, et c'était comme ça pendant des décennies et des décennies. Alors à un moment donné, je me dis où on veut, ce qu'on cherche, où on ne sait pas ce qu'on cherche. Aujourd'hui, le pays est une vocation agricole. Nous devons être en mesure de vendre notre maïs au Congo-Brazzaville. Nous devons être en mesure d'imposer au Rwanda notre viande. C'est vrai, on va dire que le Rwanda n'a pas besoin de la viande parce qu'elle a déjà elle-même beaucoup de viande. Oui, mais nous pouvons offrir une autre sorte de viande. Nous n'avons pas que le bœuf et les porcs. Nous avons les cailles, nous avons des oiseaux. Mais alors des oiseaux importants, des oiseaux, je veux dire, il y a bien un collègue Kamakazi. Au bazar, l'ikola maï. Au bazar, l'ikolo, au bazar sauvage. On en a beaucoup comme ça.
Et ils ont une très bonne chair. C'est une question juste d'identifier ces choses-là et de commercialiser cela. C'est-à-dire nous pouvons importer ce que nous avons. Nous pouvons exporter, pardon, autres anangos, nous exportons ça à l'extérieur. Faire en sorte qu'au Mali, que dans l'assiette du Malien, qu'il trouve un produit congolais. Ça n'est pas que par l'agriculture. C'est pourquoi il faut appeler une conférence agricole au Congo. Il faut appeler impérativement une conférence agricole au Congo. C'est beaucoup plus que les routes. Je veux dire, c'est vrai, c'est pas plus que les routes comme je le dis, mais c'est vraiment presque la même chose. Vous ne pouvez pas avoir des routes si vous n'avez pas un projet agricole bien, un projet sérieux d'agriculture. Parce que le projet d'agriculture tient souvent sur la durabilité et l'effectivité de la route. Il est important d'avoir Banzela, Boza pe na bazamba na bino, boza na agriculture na bino. Entre, ça veut dire route na agriculture, et ça presque ma passe. Ce sont des jumeaux. Ou si vous voulez, la route et l'agriculture sont des jumelles. Nous en avons besoin les deux. Nous en avons besoin des routes et l'agriculture. Mais il faut impérativement appeler une conférence nationale agricole. Parce que si nous appelons une conférence agricole, je veux dire nationale, ça veut dire que nous allons appeler tous les fermiers, pardon, tous les agriculteurs. Tous les agriculteurs viendront au Congo. Et bon, au pays, pardon. À Kinshasa, où je ne sais pas moi, la conférence peut se tenir au plateau de Bateke, la conférence peut se tenir au Katanga, peut se tenir à l'Équateur, partout ça peut se tenir. Vous invitez les agriculteurs. Et vous essayez de percevoir le problème. Où se trouve le problème? Est-ce le problème d'industrialisation? Est-ce le problème de la production? Est-ce le problème de compétences? Est-ce que ces agriculteurs-là ont une connaissance actualisée? Est-ce qu'il y a besoin d'essayer de les outiller davantage? Ont-ils quel problème? Et en ces moments, quand vous aurez ces résolutions-là, où vous allez les couler en forme de loi, et ce sont des choses qui vont finalement permettre à ce que nous puissions avoir une agriculture souveraine et une agriculture forte. Il faudrait que le pays évane dans l'école agriculture. Mais pour que le pays évane dans l'agriculture, il faut identifier le potentiel agricole que nous avons. Il ne faudrait pas qu'on raconte comme on raconte aujourd'hui. C'est un mensonge de dire que tout peut grandir, tout peut produire, tout peut être, pardon, s'aimer et être... C'est faux. C'est faux. Et la notion de la terre, elle est complexe. C'est ça les gens de la rue qui racontent souvent. Dans le Congo, la terre est fertile. La terre est fertile. Oui, la terre est fertile, c'est vrai. Mais la fertilité de la terre n'est pas une fertilité, je veux dire, globale, surtout, non. Il y a des produits, il y a des semences qui ne pourront jamais germer ici, même si vous avez votre terre fertile. La fertilité de la terre, elle est une fertilité, je veux dire, relative, selon des produits, selon des semences. Non, mais maintenant, il faut identifier quelles sont les zones où il y a mounene. Taux global sur tous les produits. Et si je suis en train de le dire, mais les scientifiques, ceux qui connaissent la matière de la question de l'agriculture, connaissent la notion de la terre. La notion de la terre et la nature de la sémence. Il faudrait finalement avoir ces choses-là. Non seulement que ça va créer beaucoup d'emplois, mais ça résoudra des problèmes alimentaires. Et si nous avons une agriculture, je veux dire, d'État, et aussi une agriculture des familles. Une agriculture des familles, ça passe au niveau de l'éducation et de la sensibilisation. Faire en sorte que chaque maison a un potager naïf. Chaque maison a un potager. On ne peut pas concevoir que dans une maison, que vous n'ayez pas un petit potager. Il faudrait travailler sur la question parce que si vous avez des potagers, si vous avez des petits, je vais dire pas jardin, mais petits potagers, en fait, n'est-ce pas que vous avez quelque chose de bien déjà? Ce qu'on appelle une agriculture primaire. On peut réussir à le faire. C'est une question de mettre un peu d'intelligence pour ça. Parce que lorsque le pays aura beaucoup de moyens, lorsque on atteindra une autosuffisance alimentaire, on sera en mesure maintenant de produire, pardon, d'exporter. Et quand on arrive à exporter, c'est que nous gagnons en termes de devises. Et nous nous affirmons comme un État sérieux. On aura lutté contre la faim, on aura réussi cet équivoque-là, et puis on va passer à autre chose. C'est quand vous avez résolu le problème de la faim que l'innovation commence à venir, que les inventions commencent à venir, parce qu'un ventre affamé ne peut pas produire quoi que ce soit. Le problème du Congo, au-delà de tout ce que l'on peut dire, mais c'est aussi la faim. La faim est aussi un problème. C'est vrai, c'est une conséquence d'une mauvaise politique, c'est vrai, mais ça reste aujourd'hui un sérieux problème qu'il faut à un moment donné résoudre. Donc, lorsque M. Félix va aux États-Unis,
je crois que là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on ne parle pas politique? Est-ce qu'il ne faudrait pas diversifier l'enquête, diversifier la conversation? Ici, je suis en train d'imaginer, je suis en train de réfléchir sur ce qui va se passer. Parce qu'au moment où nous tournons l'émission, il n'est pas encore reçu là-bas. Au moment où nous tournons l'émission, il n'est pas encore reçu. Donc, quand vous allez suivre l'émission, peut-être il se peut, car elle a déjà un billet, ou non. Mais en ce moment, on lance l'émission, un billet à noter. Et c'est ce que moi, je pense. Je pense que nous devons... Au-delà de Kokeno Koyamba aux États-Unis, mettons penser que c'est nous-mêmes, besoin de trouver une solution pour le problème Nabiso. Quand j'entends les Congolais, non, Félix Akekuna, Papé Sabango, à la légitimité, non, la légitimité du Congo ne se définira pas à l'extérieur malheureusement. Ou nous continuons dans un ancien régime, dans un ancien système, dans un ancien style, ou nous trouvons un nouveau style. Et le nouveau style ici appelle une sorte d'obligation, une sorte de travail, de conscience pour finalement sauver le pays et le sortir dans le trou. Il ne faut toujours pas attendre de tout de l'autre, tout des autres côtés. On a parlé de la sécurité des frontières. Mais ce n'est pas l'Amérique qui va sécuriser nos frontières. Si l'Amérique veut sécuriser nos frontières, qu'elle arrive d'abord à dire aux multinationales qui nous imposent des guerres, qui financent les groupes armés, d'arrêter. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Docteur Denis Mukwege l'a dit devant tous ces gens-là. Il a dit, mais vous êtes complices vous aussi. Parce que vous voyez, vous entendez. Le multinational, on impose à Arabie guerre. Ceux qui nous achètent nos coltans, ceux qui volent nos coltans, je vais dire même ça comme ça, et nos cobaltes. Ceux qui veulent maintenant nous prendre nos minéraux. Pourquoi l'Amérique ne dit rien? Pourquoi l'Amérique ne dit rien? Qui a oublié les torts que l'Amérique a fait au Congo? Qui a oublié? Bon, moi, comme je dis toujours, je n'accuse pas les pays. Moi, j'accuse l'intellectuel congolais lui-même qui a cédé face à ces nombreuses sollicitations maléfiques. Donc, je crois à un moment donné, vous devez vous responsabiliser. Vous devez vous responsabiliser, vous autosuffire intellectuellement, vous autosuffire en termes d'alimentation, vous devez vous autosuffire en termes d'infrastructure, vous devez construire vous-même. Vous avez l'IBTP pour construire vos routes. Vous avez l'ISTA pour vous faire des câbles et vous faire des projets d'électricité. Vous avez je sais pas moi, l'ISAM ou un truc comme ça pour vos architectes et vos couturiers et tout. Vous avez donc tout ça. Nous avons toutes les facultés pour nous permettre de nous en sortir. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir? Simplement parce que nous n'avons pas une bonne coordination. Et que comme un régime vient de commencer, un système, je veux dire, une gouvernance vient de commencer, alors nous devons travailler pour que cette gouvernance ne se perde pas. Pour que cette gouvernance ne soit pas une gouvernance des distraits, mais que ce soit une gouvernance, il y a bateau, bazo comprendre Makambu, Bango, bazo Sala. Voilà un peu ce que dit Félix Tshisekedi, pardon, ce que dit la prospérité quand on parle de cela. On va lire encore. Début avril 2019, le chef de l'État congolais pourrait se rendre aux États-Unis d'Amérique. L'un des proches collaborateurs contactés à ce sujet a laissé entendre qu'il s'agirait là d'une première visite officielle de Félix Tshisekedi depuis qu'il avait été investi. Le 24 janvier 2019, ce déplacement, relève-t-on, pourrait également lui permettre de dissiper littéralement quelques malentendus au regard de la dernière conférence qu'a animée Martin Fayulu il y a plus d'un jour à Washington pour livrer sa propre lecture de faits sur le déroulement du processus électoral, l'alternance démocratique, la décrispation, la relance de l'économie et l'amélioration du social conformément à son programme d'urgence tel qu'il avait dévoilé sur la place de l'échangeur à Limité. Je pense que le président de la République ne doit pas se justifier. C'est pas bien. Il doit se concentrer pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais et non aller se justifier. Mais il est important qu'il réponde aux questions des Congolais si on les lui pose. C'est très important. Il faut que les Congolais, quand ils poseront des questions, qu'il arrive à répondre aux questions. Et c'est là le grand travail de la communication, de la cellule de communication du président. Regardez bien, vous allez vous rendre compte que chaque déplacement de Félix Tshisekedi suscite toujours des problèmes. Chaque déplacement. Chaque geste qu'il pose à l'étranger suscite toujours des problèmes parce que j'ai comme l'impression que le bureau de communication du président a un petit problème. Il ne faut pas laisser M. Félix faire tout ce qu'il a dans la tête faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour rien que vous êtes un bureau. Le bureau est celui qui tamise les idées du président et lui dit l'opportunité de chaque geste. Le problème n'est pas au niveau de poser un geste, mais le problème c'est au niveau de l'opportunité. Si vous n'arrivez pas à empêcher le président de faire tout ce qu'il a envie de le faire, eh bien vous serez là, vous serez un bureau de crise, de gestion de crise, au lieu d'être un bureau de proposition. Vous serez un bureau qui ne sera là qu'en train de gérer des crises. Imaginez-vous, le président fait un tour en Angola, il fait un tour au Kenya,
Et quand il parle, tout le monde est fâché. Pas tout le monde, hein, il faut dire ça comme ça. Il y a un groupe de gens, c'est fâché. Et ce n'est pas bien. Bon, c'est vrai, il y a une bande d'excités et tout, mais tous ne sont pas des excités. Il y en a qui sont persécutés par une manière de faire de M. Félix. Et il est au Rwanda, les gens se fâchent encore. Et vous serez le bureau qui va continuer à gérer les crises, à passer aussi des réponses et des réponses. Mais quand vous aurez le temps de construire, c'est pourquoi le bureau de la communication doit tout comprendre du président. Quand le président va se déplacer, par exemple, à Washington, essayez d'imaginer, parce que c'est ça le bureau, essayez d'imaginer, d'anticiper les questions qu'on peut lui poser. C'est toujours important. Quand vous êtes dans une cellule de communication, anticipez les questions de la foule. Imaginez, mettez-vous dans la place de ceux de la Mouka. Qu'est-ce qu'ils peuvent poser comme question? Et vous avez comme ça une cinquantaine de questions, vous faites lire au président. C'est comme ça que ça se passe, même avec Obama ou Trump. Bon, Trump, c'est quand même un cas difficile, mais les autres, on travaille les questions, on entre dans la tête de ces détracteurs, on entre dans la tête de ceux qui peuvent perturber la réunion. On essaie d'imaginer à leur place, on pose des questions. La cellule de communication d'un chef n'est pas la cellule des fanatiques du chef. Si vous avez un seul fanatique dans le cabinet du président de la République, eh bien, c'est un cabinet qui va aller dans le trou. Les cabinets du président doivent être les cabinets, je dirais, le plus strict. Ça doit être un cabinet qui ne laisse pas le président le temps de dire ce qu'il veut. Un président ne dit pas ce qu'il veut. Un président dit ce qui est bien. Ce qui est bien et ce que l'on veut sont deux choses différentes. Parce que lorsque vous dites des choses, il y a ce qu'on appelle l'émetteur et les récepteurs. C'est une logique très importante en communication. L'émetteur et les récepteurs. Les récepteurs n'est pas lié à ce que vous dites. Les récepteurs est lié dans ses tripes, dans ses émotions, dans son souvenir et dans sa vie passée. Alors, il a tous les éléments pour lui permettre de vous mettre mal à l'aise ou de vous mettre à l'aise. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quand Félix Tshisekedi se déplace, va aux États-Unis, et ce n'est pas facile, regardez, il vient là où Martin Fayulu vient de passer. Et Martin certainement a distillé quelque chose, Martin certainement a dit des choses, Martin certainement a fait comprendre certaines choses, et l'opinion est préparée soit à l'hostilité, soit à l'adversité, idéologique bien sûr, hein, pas physiquement, soit à l'hostilité idéologique, soit à l'adversité idéologique. C'est quoi une hostilité idéologique? Une hostilité idéologique, c'est le fait de ne pas reconnaître un seul mot de bien dans l'autre. Ça, c'est la partie la plus basse de la faiblesse de l'homme. Malheureusement, les Congolais, nous sommes forts dans ça. Et l'adversité idéologique, ça veut dire, je peux reconnaître en toi quelques forces. Voilà pourquoi j'accepte de me battre avec toi. Parce que je reconnais que tu peux avoir une certaine force, mais je reconnais que la mienne est plus importante que la tienne. Alors là, nous sommes adversaires, mais on n'est pas ennemis. L'ennemi, c'est le fait de renier tout ce que tu dis. Je ne crois pas en ça, c'est pas mon problème, mais l'adversaire, c'est quand même assez tolérable. Et donc, les bureaux de communication doivent déjà percevoir ce danger-là. Partout, le président Serra, faites d'abord l'étude du terrain. Qui compose ce terrain-là? C'est quelle obédience? C'est un terrain acquis à nos adversaires ou un terrain acquis à nos ennemis? Ou un terrain acquis à nos alliés? Si vous avez les réponses à cela, vous pouvez maintenant trouver des questions. Et lorsque vous avez trouvé des questions, par moment 200 ou 300 questions, vous essayez de faire des points communs. On appelle ça des jonctions. 10 questions peuvent parler de la même chose. Vous mettez ça ensemble. Vous reformulez, ça devient une question. Donc, ça veut dire dans les 300 questions, vous pouvez comme ça avoir 20 questions. Et c'est les 20 questions que vous donnez au président. Vous dites, voilà, travaillez sur ça, monsieur le président. C'est ça les 20 questions. Quand vous descendez aux États-Unis, voilà comment vous répondrez. Si quelqu'un vous pose une question et que vous sentez que ce mot revient, donc vous allez répondre de cette façon-là. Et vous allez voir, le président va répondre à la question que vous allez casser, mais il ne perdra pas sa logique. Mais si vous laissez le président, comme vous dites, bon, il est intelligent, il va aller dire ce qu'il veut, c'est là qu'il y a des problèmes. C'est là qu'il y a des problèmes. Parce qu'il risque de dire des choses, parce qu'il pense que ça bien, il pense qu'il est humain. Mais en politique, ce n'est plus le cas. Ici, en politique, il faut trouver des mots responsables, des mots qui fédèrent, des mots qui rassurent, pas des mots qui divisent. Winston Churchill disait, non, c'est pas lui, c'est Georges Clemenceau. Georges Clemenceau disait, ne dites jamais au peuple ce que vous pensez dire au peuple. Dites au peuple ce qu'il veut entendre. C'est vrai. Cet adage est pris dans une sorte de démagogie. Oui.
Mais ici, il faut aller dans la rationalité des faits. Ça veut dire, tu ne mens pas le peuple. Tu ne racontes pas des histoires au peuple. Mais dis au peuple ce qu'il veut entendre. Qu'est-ce que le peuple congolais veut entendre? Le peuple congolais veut entendre ceci. Il ne régnera plus au Congo. C'est ce que le peuple congolais veut entendre. Le peuple congolais veut entendre ceci. Que je suis le président et je m'assume, je ferai des choses importantes pour le pays. Ça, c'est ce que le peuple congolais veut entendre. Le peuple congolais veut entendre que voici ce que je ferai pour éliminer la faim au Congo. Éliminer la corruption au Congo, lutter contre les prédateurs et les assassins économiques. Voilà ce que je vais faire. Et là, le peuple congolais veut entendre ça. Voilà, le peuple congolais veut entendre que nous allons installer la démocratie comme il faut. Nous allons libéraliser certains secteurs pour permettre aux Congolais de vivre convenablement. Ça, c'est ce que le peuple congolais veut. Alors, si vous allez dans votre logique, non, vous voyez, président Kabila, faites un effort de ne même pas le citer. Vous n'êtes pas obligé de le citer partout où vous passez. Vous n'êtes pas obligé. Et donc, je crois que le bureau du président doit le comprendre. Donc, dans l'émetteur et dans le récepteur, l'émetteur a beaucoup plus de responsabilités sur ses dires. Vous n'allez pas dire aux gens, non, ce que moi j'ai dit, c'est pas ça, vous m'avez mal compris. Non, non, non. Non, non. Le récepteur, l'émetteur doit comprendre, doit se refuser des mots qui fâchent, des verbes polémiques, des expressions controversées. L'émetteur se refuse toute ambiguïté. Vous devez être clair, précis, conciliant, s'il le faut, d'ailleurs, et très honnête dans ce que vous dites. Vraiment précis. Et au-delà de tout, vous devez être concis. Précis et concis. Ne vous étalez pas longtemps. Un président ne parle pas beaucoup. Non. Un président ne parle pas beaucoup. Kabila le père a connu des vrais problèmes parce qu'il voulait beaucoup parler. Quand vous parlez beaucoup, vous donnez des éléments à vos adversaires, ils vous détruiront. Ils trouveront toujours une faille dans ce que vous dites. Restez concis, bref, et dites l'essentiel. On est parti. Et je crois que c'est là l'attitude que le président doit avoir s'il descend en Afrique du Sud. Donc, pardon, aux États-Unis. Et quand il arrivera aux États-Unis, le Congo a besoin d'échanges d'expériences. Nous avons besoin de savoir comment les États-Unis se sont développés. Regardez, monsieur Félix, avec tout votre groupe, quand vous allez atterrir sur l'aéroport de l'Amérique ou des États-Unis, moi je ne suis jamais allé là-bas, mais vous, parce que vous aurez la possibilité d'y aller, vous savez, et l'avion et l'aéroport ne sont pas construits et fabriqués par les anges. Ce sont des hommes qui l'ont fait. Cet aéroport-là n'est pas un don de Dieu. Ce n'est pas tiré dans le livre des Deutéronomes ou je ne sais pas moi des Malachie. Ça vient des universités américaines, ça vient de l'intelligence américaine. Alors soyez le président là pour nous au Congo. Soyez ce président qui va venir investir ici au Congo. C'est un président, quand il va à l'étranger, il rentre, il dit « J'ai vu des aéroports là-bas, construisez-moi ici. » Et les intellectuels américains sont disponibles. L'expertise américaine est disponible. Et moi, je demande au président d'aller identifier les talents congolais qui se trouvent à la diaspora là-bas, au niveau des États-Unis. Discutez avec eux, écoutez-le, ils vont vous dire des choses qu'ils pensent. Pas forcément que vous trouverez tous des bons là-bas, non. Aux États-Unis ou en Europe, il n'y a pas que le Congolais intelligent. Non, il y en a aussi de toutes sortes. Mais le problème, c'est que, écoutez-le, ils ont par moment de projets. Et faites comme Mobutu faisait. Mobutu, quand il allait à l'étranger, Mobutu cherchait les Congolais qui brillaient. C'est comme ça qu'il a rencontré les Bongania et les autres. Mobutu cherchait les étudiants congolais qui brillaient. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'un étudiant congolais brille à l'étranger, mais laisse son pays comme ça. Non. Et vous devez parler avec eux, les rassurer. Les rassurer que nous travaillons pour l'émergence du pays. Encore qu'il faut vraiment travailler pour cette émergence. Je crois qu'en faisant cela, la visite du président aux États-Unis ne sera pas que du tourisme. Mais si le président commet l'erreur, comme j'entends dans beaucoup de gens, aller avoir une sorte d'impérium là-bas, une sorte de légitimité là-bas, alors je crains que ça ne soit qu'un président, tout simplement. Mais ici, nous avons besoin d'un président manager, d'un leader qui va traiter les affaires avec les autres. Nous avons un problème de justice, nous avons un problème, nous avons de tels problèmes, de tels problèmes, de tels problèmes. Nous avons besoin de l'expertise des autres pour avancer. Mais d'abord, mettre en valeur notre propre expertise ici que nous avons. Le Congo a tourné le dos à ses intellectuels, malheureusement. Le Congo a tourné le dos à ses intellectuels. Il est temps d'ouvrir les bras du pays pour recevoir les intellectuels, ouvrir les oreilles du pays pour entendre les intellectuels, ouvrir les yeux du pays pour voir les atrocités et les réparer. Ainsi,
justice sera faite, ainsi le Congo pourra se développer. Abonnez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, abonnez-vous massivement, comme je le dis toujours, abonnez-vous, abonnez-vous. Et les critiques, je suis disponible, et appelez, écrivez, commentez, on est là pour ça. Voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui, et c'était assez important de vous parler de cela. Tshisekedi attendu aux États-Unis d'Amérique, et puis le printemps, OVD, les Benjamin Wenga doit justifier le détournement, Jean-Tini Ngobila vers la CPI. C'était là les informations de ce jour. La deuxième partie vient tout à l'heure, ça sera pour parler de la moralité. Vous savez, nous parlons toujours de savoir-faire, et j'ai eu un bon élément sur la tolérance, sur la technique du raisonnement, qu'il faudrait étudier cela avec vous. Et c'est dans la deuxième partie. La troisième partie sera consacrée aux questions-réponses. Merci beaucoup. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.